Le 29 novembre 2025 restera gravé dans les annales de l'histoire géopolitique contemporaine. Ce jour-là, le président américain Donald Trump a franchi un seuil symbolique et stratégique en déclarant, via sa plateforme Truth Social, que l'espace aérien du Venezuela était désormais totalement fermé. Une annonce qui pourrait sembler anodine pour le grand public, mais qui, en réalité, constituait un véritable séisme dans les relations internationales, marquant un tournant majeur dans l'ordre mondial. Pour la première fois depuis la guerre de Corée en 1953, la capacité des États-Unis à imposer unilatéralement leur volonté sur des espaces aériens contestés se retrouvait contestée par une coalition coordonnée et résolue, réunissant des acteurs mondiaux aux intérêts stratégiques convergents. Cette déclaration présidentielle s'inscrit dans un contexte explosif, fruit de plusieurs mois de tensions croissantes dans les Caraïbes. Depuis août 2025, Washington avait entrepris un déploiement militaire d'une ampleur inédite dans la région, qualifié par de nombreux analystes comme le plus important depuis l'opération Uphold Democracy en Haïti en 1994. Plus de 15 000 militaires américains ont été mobilisés, accompagnés du porte-avions USS Gerald R. Ford, le plus grand au monde, et d'une flotte complète de navires de guerre incluant un sous-marin nucléaire d'attaque. Des bombardiers stratégiques B-52 et B-1B, ainsi que des chasseurs F-35, avaient été positionnés à Porto Rico, soulignant la volonté de Washington de projeter une puissance sans précédent. Officiellement, l'opération baptisée Southern Spear visait à lutter contre le narcotrafic, un prétexte classique utilisé pour justifier l'ampleur de la présence militaire. Cependant, les faits eux-mêmes racontent une histoire bien différente. Selon Human Rights Watch, 26 frappes aériennes avaient été menées contre des embarcations supposément transportant de la drogue, entraînant la mort de 95 personnes. Aucune preuve tangible n'avait été présentée pour identifier les victimes ni confirmer la légitimité des frappes. L'Organisation de défense des droits humains dénonçait des exécutions extrajudiciaires conduites sans fondement juridique crédible, révélant ainsi l'écart entre le discours officiel et la réalité sur le terrain. Malgré cette démonstration de force, Donald Trump ne pouvait en réalité que proclamer la fermeture de l'espace aérien vénézuélien sans en avoir la possibilité effective. Comme l'explique Oscar Palma, expert en sécurité à l'Université du Rosario en Colombie, la simple déclaration ne suffit pas. Pour imposer un contrôle sur un espace aérien étranger, il faut réunir 3 conditions essentielles: la capacité technique, la disponibilité opérationnelle et la volonté politique d'abattre tout aéronef qui tenterait de pénétrer la zone interdite. Or, franchir ce seuil reviendrait à déclarer formellement la guerre, une décision qui ne peut être prise sans l'approbation du Congrès américain. Dans le climat géopolitique actuel, avec des alliances internationales qui se renforcent autour de Caracas, une telle escalade aurait eu des conséquences imprévisibles et potentiellement catastrophiques. Les répercussions de cette annonce ont été immédiates. Quelques jours avant la déclaration présidentielle, le 21 novembre, la Federal Aviation Administration, FAA, avait publié un avertissement concernant les risques de survol du Venezuela et des Caraïbes du Sud, citant la détérioration de la sécurité et l'intensification de l'activité militaire dans la région. Résultat, une suspension en cascade des vols commerciaux. Des compagnies telles qu'Iberia, TAP Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM, Air Europa, GOL et Plus Ultra ont toutes cessé leurs opérations. En réponse, le Venezuela a révoqué les licences d'exploitation de ces compagnies, les accusant de collaborer à ce qu'il qualifiait de terrorisme d'État orchestré par Washington. Début décembre 2025, les dernières compagnies à maintenir des liaisons ont finalement cédé. Copa Airlines et sa filiale Wingo ont suspendu leurs vols les 4 et 5 décembre, invoquant des problèmes intermittents avec les signaux de navigation. Satena et Boliviana de Aviation ont suivi le même jour. L'aéroport de Mequetia à Caracas n'accueillait plus que 4 départs et 3 arrivées par jour, tous opérés par des compagnies vénézuéliennes et à destination de Curaçao, La Havane et Bogota. Cette situation frappait davantage les populations que le régime de Nicolás Maduro. Les 2,8 millions de Vénézuéliens établis en Colombie, la plus grande diaspora du pays, se retrouvaient coupés de leur famille en pleine période de fête de fin d'année. Juan Carlos Viloria Doria, vice-président de l'association Venezuelans in Barranquilla, témoignait.
Beaucoup de gens ont partagé leurs inquiétudes concernant l'annulation de ces vols. En cette période de l'année, les familles souhaitent se réunir pour Noël et le Nouvel An. Mais les seuls vols autorisés sont ceux qui rapatrient les migrants expulsés par les États-Unis vers le Venezuela. C'est une ironie cruelle qui souligne toutes les contradictions de la politique américaine. Cette fermeture aérienne a provoqué une onde de choc diplomatique bien au-delà des frontières latino-américaines. Le président colombien Gustavo Petro, alors à la tête de la communauté des États latino-américains et caribéens, CELAC, a posé une question dévastatrice sur le réseau social X. Au nom de quelles règles de droit international un président étranger peut-il fermer l'espace aérien d'un autre pays? L'espace aérien national ne peut être décidé par aucun pouvoir étranger, sinon la souveraineté et le droit international n'existent plus. Cette prise de position d'un allié traditionnel de Washington marque un tournant historique. Elle révèle une inquiétude croissante dans la région face aux méthodes unilatérales américaines. Même les gouvernements opposés à Maduro exprimaient leur malaise, percevant cette intervention comme un retour au style interventionniste du XXe siècle. Du côté vénézuélien, la réaction ne s'est pas fait attendre. Caracas a dénoncé la menace colonialiste que constituait la déclaration américaine, qualifiant l'action de nouvelle agression illégale et injustifiée. Maduro a directement interpellé l'ONU ainsi que l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, demandant une condamnation internationale de cette initiative unilatérale. Cet affrontement révèle un basculement historique dans les rapports de force mondiaux. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et particulièrement après la guerre de Corée en 1953, les États-Unis ont exercé une domination quasi absolue sur les espaces aériens contestés. L'US Air Force, créée en 1947, est devenue le symbole de la puissance technologique et militaire américaine. De la guerre du Golfe en 1991, où l'aviation irakienne fut neutralisée en quelques jours, aux interventions en Afghanistan et en Irak, aucune force n'avait pu remettre en question cette suprématie pendant plus de 7 décennies. Cette domination reposait sur 3 piliers. Une supériorité technologique écrasante, des ressources financières illimitées et l'absence de coordination entre adversaires potentiels. Mais face au Venezuela, Washington découvre que la domination aérienne ne se décrète plus. Imposer une zone d'exclusion aérienne nécessite non seulement des moyens matériels colossaux, mais surtout la volonté d'abattre systématiquement tout aéronef qui violerait cette interdiction, un acte de guerre formel et extrêmement risqué. Dans le contexte géopolitique actuel, où des alliances se forment et se renforcent autour de Caracas, cette option devient politiquement intenable. La véritable révolution de décembre 2025 est ailleurs. Pour la première fois depuis des décennies, des adversaires coordonnent ouvertement leurs actions. La Russie, par exemple, a signé un traité stratégique avec le Venezuela, évalué à 17 milliards de dollars, et un avion militaire russe, Il-76, a atterri à Caracas début décembre, contournant délibérément l'espace aérien occidental. Moscou a promis un soutien total à la souveraineté vénézuélienne, incluant la fourniture de radars avancés, de pièces pour avions de chasse, de services de renseignement, de drones militaires et éventuellement de systèmes de missiles de défense aérienne. La Chine, de son côté, accélère la production de radars pour Caracas et élargit sa coopération militaire avec le régime de Maduro. L'Iran complète ce triangle stratégique en partageant son expertise en guerre asymétrique et en défense aérienne. Cette coordination tripartite ne se limite pas au dossier vénézuélien. Elle reflète une transformation globale de l'architecture de sécurité mondiale. Les exercices militaires conjoints se multiplient, la coopération stratégique s'intensifie et le partage de renseignements devient systématique. Le Pentagone admet lui-même que le renforcement militaire américain dans les Caraïbes ne vise pas uniquement le Venezuela, mais cherche à limiter l'influence russe, chinoise et iranienne dans l'hémisphère occidental, un aveu qui illustre l'ampleur de la menace perçue. Pour les experts américains, le paradoxe est frappant. Comme le souligne Eric Sauveté, ancien officier canadien, le Venezuela n'est ni un producteur majeur de cocaïne, ni une source significative de fentanyl. Alors pourquoi déployer une force militaire digne d'un conflit de haute intensité? La cible réelle n'est pas la drogue, mais Nicolás Maduro. Cependant, renverser le président vénézuélien nécessiterait une intervention militaire directe, une option politiquement intenable même pour les faucons républicains.
Dans ce contexte, la déclaration de fermeture de l'espace aérien vénézuélien par Donald Trump apparaît plus comme un geste symbolique que comme une mesure effective. Les vols commerciaux ont disparu, mais les systèmes de défense aérienne fournis par Moscou, Pékin et Téhéran rendent toute opération militaire américaine extrêmement coûteuse et risquée. De cette impasse met en lumière une vérité inconfortable. La suprématie aérienne ne peut être imposée par des déclarations ou des déploiements massifs. Elle nécessite la capacité et la volonté d'agir contre des adversaires coordonnés et technologiquement avancés. Le véritable enjeu dépasse largement le Venezuela. Il concerne la capacité des États-Unis à projeter leur puissance dans un monde multipolaire où leurs adversaires ne sont plus isolés, mais organisés, et où les technologies de défense se diffusent rapidement. Les interventions unilatérales sont de plus en plus contestées, y compris par des alliés traditionnels comme la Colombie. Après des décennies de domination quasi incontestée, Washington découvre que cette suprématie n'est plus garantie. Déclarer un espace aérien fermé ne suffit plus. Le ciel vénézuélien demeure ouvert à ceux qui osent le défier.